Evening News. À la rencontre des volontaires qui distribuent gratuitement de quoi rompre le jeûne. Yaya Coulibaly, un monument vivant des arts et de la culture. À l'international, les nouveaux membres du Parlement somalien prêtent serment après des élections longtemps repoussées et un scrutin chaotique marqué par des violences et une lutte de pouvoir entre les dirigeants du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'information. La chance de quitter le travail et d'arriver à l'heure à la maison afin de rompre le jeûne n'est pas donnée à tout le monde. Cela peut s'expliquer par différents faveurs comme les horaires de descente de travail ou à l'embouteillage aux heures de pointe. Afin d'apporter de quoi rompre le jeûne à ces musulmans bloqués en circulation, Sunakari gratuit a vu le jour. C'est une initiative de certains jeunes volontaires qui collectent des fonds pour cuisiner des mains et les offrir aux fidèles aux heures de la rupture de jeûne. Pour savoir comment la dite opération se passe, Cheikh Oumar Mariko a fait une immersion dans le comité d'organisation de l'opération. Suivons. Il est 18h37, c'est l'arrivée du chef d'équipe avec les mains soigneusement préparées, des gants pour l'hygiène, plus de temps pour ses volontaires car à 18h45, l'heure de la rupture du jeûne, les jeûneurs ne doivent pas attendre. Exactement, dans quelques minutes, voilà, nous allons couper. Et on a amené de l'eau et aussi il y a du kengeliba et il y a aussi du gâteau ici. Il y a aussi des dates également. Ce sont ces 4 éléments qui font un kit. Voilà, donc nous allons préparer ça, nous allons mettre du kengeliba dans le bol et nous allons arranger l'eau aussi à côté et voilà, pour remettre aux gens. Pour bien mener la tâche, l'équipe est répartie entre les différents trottoirs des carrefours. Une stratégie minutieusement élaborée afin que chaque passant de chaque côté puisse rompre son jeûne. À 18h45, l'heure de la rupture, l'opération commence. Plateau de gobelets remplis de kengeliba et d'eau. Plus loin, à la descente du pont Fad est positionnée l'équipe de Fifi, point focal de Badlabougou. Pas de temps de rompre son jeûne, la priorité, ce sont les autres. Nous n'avons pas trop le temps de rompre le jeûne. C'est d'abord aux usagers et ensuite nous. Ah oui, toujours. On goûte un peu et puis on continue avec les autres. Tout se fait dans un laps de temps. Donc tout le monde ne rompt pas en même temps, on est obligé de donner aux autres. Et après nous-mêmes on met un peu dans la bouche, quoi. Après quand on finit, l'équipe se regroupe et puis continue à prendre leur kit, quoi. Ce qu'ils font me va droit au cœur. Je suis vraiment content. Moi-même j'étais inquiet quand je pensais à comment vais-je rompre le jeûne. J'ai même eu une querelle avec l'apprenti chauffeur. Qu'il soit remercié et encouragé. Nous n'avons même pas un rond pour acheter de quoi rompre le jeûne. Que Dieu les récompense. Offrir de quoi rompre le jeûne selon les initiateurs n'est pas sans difficulté, surtout en tant que femme au foyer. Bon, je crois que tout est question de motivation et surtout d'organisation parce qu'on connaît l'importance de ce qu'on fait, on sait ce que ça vaut, donc on essaie de s'organiser en conséquence entre le travail, la maison et la distribution ici. Un appel, ce serait aux personnes qui peuvent faire des dons, que ce soit en nature ou que ce soit de l'argent, ou aux bénévoles qui peuvent nous rejoindre pour donner le Sunakari aux gens, parce qu'on en a vraiment besoin. Si nous sommes là ce soir pour donner le Sunakari, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont décidé de faire un geste et faire rompre le jeûne aux autres qui sont dans la circulation. Sachant qu'un Sunakari ne coûte que 300 francs CFA, je crois que nous sommes presque tous en possibilité de faire rompre le jeûne à quelqu'un d'autre. Et c'est là pour servir la cause de Dieu. L'initiative est à sa 2e édition. Une édition que les initiateurs entendent pérenniser et étendre dans les régions ainsi qu'un peu partout à Bamako. Une coutume, la journée se termine toujours par une traditionnelle prière
et un prêche pour motiver la troupe. L'ancien ministre et président de l'APM Maliko était l'invité de l'émission En toute liberté de cette semaine. Avec Mohamed Atayer Alidou, il était question de la situation au M5 RFP de Moura et du bilan de la transition. Aruna Saliakoni. Membre du mouvement démocratique à travers les signes d'association, Modibo Kadjogé, ancien ministre et président de l'APM Maliko, a derrière lui un parcours politique. Le natif de Ségou salue l'engagement en politique de tout un chacun, mais déplore le fait qu'elle soit une profession pour d'autres. On a besoin de toutes les têtes. Nous avons besoin de tous les cadres. Il ne faut pas que les gens s'engagent en politique parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose à faire. Il ne faut pas utiliser la politique comme un ascenseur social pour atteindre un objectif qu'on n'a pas pu atteindre par les diplômes. Il faut que les diplômés aient le courage de s'engager en politique parce qu'il a quelque chose à dire, parce qu'il a quelque chose à donner. C'est lui qui est... Les rififi au sein du M5 RFP est regrettable pour Kadjogé. Une situation comparable au sort du mouvement démocratique. Dans de pareilles situations, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui doit être mis en avant, estime le président de l'APM Maliko. C'est regrettable. J'avoue que ça me renvoie un peu au mouvement démocratique. C'est à peu près comme ça que les choses se sont passées également au mouvement démocratique. On oublie souvent que nous sommes porteurs d'espoir quand on mène ce genre de combat. Et les gens ont l'espoir qu'on va changer et améliorer les choses. Et quand on est dans cette démarche, et quand on est sur cette trajectoire, on doit s'oublier. On doit voir que l'intérêt du peuple. Actualité oblige, la situation de Moura constitue une œuvre humaine. Ainsi, il salue l'ouverture d'une enquête par l'État. Je pense que nous avons une armée qui s'est beaucoup améliorée en termes de professionnalisme. Et le ministre le chef d'État-major, il est passé à la télé, il a expliqué comment ils ont fait. Mais c'est une œuvre humaine. Il a expliqué tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont pris comme précaution pour agir. Mais puisque c'est une œuvre humaine, il appartient à l'État d'envoyer notre équipe pour voir ce qui s'est passé. Et c'est ce que l'État a fait. Je pense que partout, c'est exactement ce qui se passe. Modibo Kadjogé appelle à une refondation du Mali sur tous les plans. Une grande démarche qui doit être menée par nous-mêmes et pour nous. L'image du jour nous conduit à la découverte de la mosquée cathédrale de Cordoue. La mosquée cathédrale de Cordoue, également connue sous ancien nom de mosquée de Cordoue et sous son nom canonique et officiel de cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, est un ancien temple romain qui devint basilique chrétienne du 4e au 8e siècle du temps de la monarchie wisigothique, puis une mosquée du 8e siècle jusqu'au 29 juin 1236, date à laquelle elle a été consacrée comme cathédrale dans laquelle fut érigée plus tard au début du XVIe une chapelle dite majeure pour la distinguer des nombreuses autres chapelles plus anciennes situées le long des 4 murs intérieurs de l'édifice. C'est chronologiquement parlant un monument majeur de l'art des Omeyyades de Cordoue, dans son expression la plus accomplie, est le témoin de la présence musulmane en Espagne du 8e au 13e siècle, précédée par une première de monumentale basilique chrétienne wisigothique, puis suivie depuis le XIIIe siècle par l'actuelle cathédrale catholique. Une première parenthèse catholique eut lieu du 18 au 30 mai 1146 lors de la brève reconquête de la ville par le roi Alphonse VII. Le monument redevint église au XIIIe siècle par la Reconquista menée par le roi Ferdinand III et Castille qui aboutit le 29 juin 1236 et est depuis cette date la cathédrale du diocèse espagnol de Cordoue, souvent appelée mosquée cathédrale dans le langage courant. Le monument a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984. Suivons la page internationale à présent avec Fanta Diarra. Les nouveaux membres du Parlement somalien prêtent serment après des élections longtemps repoussées et un scrutin chaotique marqué par des violences et une lutte de pouvoir entre les dirigeants du pays. La cérémonie des prestations de serment
des quelques 300 membres de la chambre basse et de la chambre haute s'est déroulé sous haute sécurité à Mogadiscio, dans la zone hautement sécurisée de l'aéroport. Nous avons dû faire face à des défis et des tentatives de nous empêcher d'arriver à ce jour-là, mais je suis très heureux d'assister à cela aujourd'hui, a dit le Premier ministre Mohamed Hussein Roble pendant la cérémonie. C'est un immense bonheur pour moi d'assister à cet événement historique qui marque la prestation de serment des députés du 11e Parlement de la République fédérale de Somalie pour les deux chambres après un processus électoral longuement repoussé et entaché de nombreux obstacles. Le président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, a pour sa part qualifié l'événement d'historique. C'est un jour important et crucial pour le peuple somalien car les membres du 11e Parlement somalien ont prêté serment. Le pays a connu des moments difficiles et cela faisait environ 2 ans que les élections traînaient. Le pays va dans la bonne direction en organisant ce scrutin à temps. Les législateurs devraient bientôt être élus et ensuite on élira un nouveau président, après quoi le pays aura un nouveau gouvernement. Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui et d'assister à la cérémonie de prestation de serment du 11e Parlement somalien. La rivalité entre Roble et Farmajo a perturbé les élections, menaçant d'instabilité le pays qui attend depuis plus d'1 an une élection présidentielle et connaît un regain d'activité des islamistes radicaux Shebab. Le bras de fer public au sommet de l'exécutif a connu différents épisodes ces derniers mois. Le président avait notamment suspendu les pouvoirs de son premier ministre et fait craindre que le pays ne bascule dans la guerre civile. Le mandat du président Farmajo est arrivé à échéance en février 2021 sans qu'il soit parvenu à organiser un scrutin, plongeant le pays dans une profonde crise politique. Selon le complexe système électoral somalien, les assemblées des États et des délégués investis par un myriade de clans et de sous-clans choisissent les législateurs qui, à leur tour, désignent le président. Le Royaume-Uni a annoncé jeudi un projet très controversé d'envoyer au Rwanda des demandeurs d'asile arrivés illégalement espérant dissuader les traversées clandestines de la Manche en forte augmentation. Londres financera le dispositif à hauteur de 144 millions d'euros. Les migrants attendront au Rwanda le temps que leur dossier soit traité. Ils pourront aussi s'installer dans ce pays africain s'ils le souhaitent. Rwanda is pleased to work with the UK. Le Rwanda est heureux de travailler avec le Royaume-Uni dans le cadre de ce partenariat, en relocalisant les migrants au Rwanda, en investissant dans leur développement personnel et en leur offrant des possibilités d'éducation, d'emploi et autres. Nous leur donnons la chance de refaire leur vie dans notre pays en tant que membres à part entière de nos communautés. Ceci les aidera pas seulement mais profitera au Rwanda et aux Rwandais et contribuera à faire avancer notre propre développement. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire du Rwanda leur nouveau foyer, nous faciliterons leur retour dans leur pays d'origine ou leur installation dans d'autres pays d'accueil. À partir d'aujourd'hui, notre nouveau partenariat pour la migration et le développement économique signifie que toute personne entrant illégalement au Royaume-Uni ainsi que celles qui sont arrivées illégalement depuis le 1er janvier peuvent désormais être relocalisées au Rwanda. Cette approche innovante, motivée par notre élan humanitaire commun et rendue possible par la liberté du Brexit, offrira des voies d'asile sûres et légales tout en perturbant le modèle économique des gangs. Les avis sont partagés sur cet accord dans le port britannique le plus proche de la France. Nous avons nous-mêmes beaucoup de problèmes sociaux dans notre pays, les sans-abri, etc. Et nous devons chercher à résoudre ces problèmes. Mais j'estime que tout être humain a droit à un refuge sûr. Nous sommes un havre de paix, nous avons les ressources nécessaires et nous devrions les utiliser. Ils devraient être renvoyés, car ce n'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité est de nous occuper de notre propre peuple, ce que nous ne faisons pas. Plusieurs centaines d'étudiants se sont rassemblés jeudi devant la Sorbonne à Paris, occupés depuis la veille pour dénoncer un faux choix entre Macron et Le Pen
au second tour de la présidentielle, selon notre interlocuteur qui affirme que les programmes des deux candidats ne respectent pas les étudiants. Au second tour, les qualifiés, c'est Macron qui a un programme de droite et Marine Le Pen qui a un programme d'extrême droite. Et c'est pas des programmes qui nous respectent beaucoup, nos étudiants. On est un peu oubliés, c'est pour ça qu'on a besoin de faire entendre nos voix et revendiquer nos droits, comme on le fait aujourd'hui à la Sorbonne, ici, sur cette place, avec tout le monde. Issue d'une famille de marionnettistes considérée comme la gardienne des marionnettes depuis le XIe siècle, le marionnettiste Yaya Coulibaly aujourd'hui veille sur cette tradition. Ce art pour lui est un patrimoine qu'il faut protéger et pérenniser pour toujours. Plus d'explications avec Korotou Moudjila et Bakro Banyari. Sexagénaire, il est. Confectionnaire et gardien des marionnettes, il est aussi. J'ai nommé Yaya Coulibaly, promoteur de la compagnie Sogolon. L'artiste est considéré aujourd'hui comme le plus grand marionnettiste du monde avec plus de 25 000 marionnettes à son actif. Pour lui, la marionnette est l'âme du peuple. La marionnette, pour moi, signifie la résurrection de l'ancêtre. C'est la somme de tout l'imaginaire humain. Et de sa conception, réalisation, fabrication, montage, mouvement. Donc, elle est considérée comme, pour nous, dans le milieu traditionnel comme maintenant, du Manding aussi, comme étant, en tout cas, l'âme du peuple. Mais pour être beaucoup plus précis, en tout cas, c'est un élément culturel, notre patrimoine culturel. Voilà. Ce n'est pas exagéré quand on dit que Yaya Coulibaly est le plus grand marionnettiste du monde. Il a participé à plusieurs expositions et grands événements valorisant les arts et la culture avec ses marionnettes. J'ai présenté une exposition extraordinaire à New York. C'était Courte Galerie, dans le World Trade Center à New York. C'était extrêmement important. J'ai exposé aussi à African American Art Museum. Et après, donc, on a participé à des grands carrefours culturels comme le Massa à Abidjan. On a été au jeu de la francophonie et au niveau exposition, j'ai exposé un peu partout. Pendant longtemps, j'ai été l'un des animateurs phares du festival Massa à Markala, dans le cadre des festivals internationaux des masques et marionnettes. Pour ses voisins et collaborateurs, avoir Yaya Coulibaly et bénéficier de son savoir-faire est une fierté. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie à la culture, donc c'est une fierté pour nous. On s'inspire, on cause avec lui. Ici, c'est un retrouvail. Je n'ai jamais vu un homme aussi courageux comme lui. J'ai fait l'Europe, j'ai fait 11 ans d'études en France. J'ai vu dans des expositions où je n'imaginais pas voir un Malien. Donc c'est une fierté pour nous. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec Yaya. Sa manière de travailler est bien. C'est quelqu'un de juste. Nous confectionnons des masques et des marionnettes. Fasciné Coulibaly, fils aîné du marionnettiste suivant les traces de son père, voit la protection de ses patrimoines comme un défi à relever. Je suis avant tout marionnettiste de naissance, mais juriste d'affaires de formation et entrepreneur culturel. Vous imaginez là où vraiment ça peut engendrer comme émotion, mais en même temps comme challenge pour moi. Ma vocation, c'est vraiment essayer d'apporter le maximum de protection et de promotion à cet art millénaire. Et comme je l'ai dit, nous sommes dépositaires de plus de 25 000 marionnettes. Il faut d'abord sauvegarder, protéger et numériser tous ces marionnettes-là aujourd'hui parce que le monde a révolu. Même s'il venait de prendre sa retraite aujourd'hui, Yaya Coulibaly ou l'enfant de la marionnette ne s'inquiète pas quand on parle de la relève, car il a supposé les soubassements nécessaires pour forger la relève. Mes ancêtres, mes aïeuls, mes ancêtres, mes grands-parents, mes parents ont été dignes de leur maman et ils me l'ont transmis. Et moi j'ai l'impérieuse obligation de transmettre en tout cas ce patrimoine à mes enfants.
pas seulement qu'à mes enfants biologiques, mais à tous les enfants maliens, africains et du reste du monde. L'essentiel, c'est de qu'ils voient tous la pleine lune. Regarde autour de moi. Il y a une diversité de mouvements, il y a une diversité d'évolution d'ateliers. Donc c'est pour vous dire que la transmission, la relève est assurée. Ils se sont spécialisés, tout ce qui entoure autour de moi. Il y a une dizaine en tout cas, de personnes qui sont permanentes au niveau de l'atelier. Ça c'est du 1er janvier au 31 décembre qui sont là et qui travaillent au quotidien. Là, sur ce plan, c'est, je pense que là, même s'ils m'arrivent tout de suite là, à prendre une retraite, je pense que là, ils peuvent continuer. Le sexagénaire au crépuscule de sa brillante carrière tient à réaliser quelques projets, notamment la construction d'un musée de marionnettes appelé CEMAO, Centre de marionnettes de l'Afrique de l'Ouest. La publication d'un livre sur les marionnettes du Mali intitulé « Le peuple de marionnettes » et aussi la mise en place d'un catalogue permettant la numérisation et l'archivage des marionnettes. Invitée culture, Madame Keïta Aïssata Traoré est une passionnée de mode, promotrice de 2 plateformes de mode, Iparila et Lemounou. Elle fait partie des Nieleni de la mode au Mali pour la valorisation du Bogolan dans toute sa splendeur. Sa plateforme Iparila est consacrée à la mode en Made in Mali, mais surtout en Bogolan. Détentrice d'une maîtrise en littérature et civilisation à l'université de Bamako à la faculté des lettres, langues et sciences du langage, elle continue toujours dans la même lignée en faisant un master. Iparila est une plateforme de mode et de promotion du textile malien en général et du Bogolan en particulier. Créée en 2018, elle est spécialisée dans la transformation artisanale pour la confection des habits et accessoires souvent peints avec des couleurs provenant de racines et d'argile et présentés sous forme de bogolan. La créatrice est passionnée et très dynamique. Les produits phares sont les t-shirts, les chemises, les robes de mariée et les accessoires, boucles d'oreilles, etc. Actuellement, elle travaille sur une nouvelle collection dénommée Ramadan Collection. Elle nous accorde un entretien précédemment suivi. J'ai toujours adoré la mode depuis toute petite, mais je voulais travailler avec un textile malien plus tard quand je me suis lancée dans la mode. Et je me suis dit que le textile qui représentait le Mali par excellence était le bogolan. C'était à chaque voyage, les gens me parlaient du bogolan en premier comme textile malien. Et donc j'ai décidé de travailler avec ce tissu, mais aussi parce que je me suis rendu compte que le bogolan renfermait d'énormes signes que les gens ne maîtrisaient toujours pas. Et ça fait quand même 4 ans que je travaille avec ce tissu et j'avoue qu'à chaque fois, je découvre quand même quelque chose de nouveau. La collection Ramadan, comme son nom l'indique, c'est une collection qui est présentée durant le mois de Ramadan. C'est une collection qui est assez fluide, tendance, légère et on remarque aujourd'hui qu'il fait extrêmement chaud. Donc c'est une collection qui va mettre nos abonnés à l'aise de par les choix de tissus, mais aussi les couleurs. C'est très difficile de parler de soi, mais je dirais que je suis vers l'accomplissement parce que du début jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'on est passé par beaucoup de choses, mais quand même, on a travaillé sur nous, on a travaillé sur nos collections, il y a eu beaucoup d'avancées. Donc, on peut être fiers de nous quand même. On prépare aussi une autre collection qui s'appelle Recyclage. Donc, c'est une collection qui, au lieu de créer de vêtements, on va travailler sur le recyclage. Donc, on va ramasser les vêtements que les gens n'utilisent plus ou on va travailler avec la friperie. Donc, l'idée, c'est vraiment donner une seconde vie aux vêtements. Donc, on remarque qu'aujourd'hui, les gens produisent énormément, alors que dans nos dressings, il y a des vêtements qu'on ne porte plus, mais avec une petite retouche, on arrive à porter. Donc, ça sera le recyclage qui sera notre thème jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes vendredi, jour d'éditorial de Mohamed Atayer Alidou. Dans ce numéro, il nous parle de la crise au sein du M5 RFP. Suivons.
Le M5 RFP, mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, est aujourd'hui sous perfusion. Hier, ce grand mouvement qui a porté la contestation populaire à l'origine de la chute du régime IBK était organisé et bien structuré. Les maîtres mots étaient entre autres la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, un État responsable et non failli, une justice respectueuse des droits des citoyens et de la démocratie, en somme, une gouvernance vertueuse. C'était cela l'esprit du M5. Hommage aux martyrs des 10, 11 et 12 juillet 2020, morts pour un Mali nouveau, un Mali courant. Hélas, ils ne verront pas à l'œuvre les acteurs du changement. L'heure n'est pas au bilan, mais le mouvement est loin de répondre aux attentes et aspirations profondes des Maliens mobilisés à l'emblématique place de l'indépendance pour congédier le régime IBK et 7 ans de malgouvernance, de non-gouvernance. Oui, les fruits jusque-là n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Les cadres du mouvement ont brillé dans la dénonciation des tares et fautes du régime IBK. Ils étaient excellents et faisaient rêver le peuple. Aujourd'hui aux affaires, le M5 se perd dans la confusion. Les querelles de positionnement refont surface. L'informel et la confusion des rôles règnent en maître et les promesses oubliées. Le M5 a dénoncé dans la rue et gouverne aujourd'hui dans la rue et avec la rue. Triste et regrettable. Le Premier ministre Choguel Maïga continue de garder jalousement la présidence du comité stratégique du M5 RFP. Il n'est plus en odeur de sainteté avec beaucoup de cadres du parti qui lui reprochent son style de gouvernance. Ce n'est plus aussi le grand amour avec l'imam Mahmoud Diko, hier autorité morale du M5, qui avait donné au mouvement ses lettres de noblesse. Ça grogne et ça murmure au sein de la grande famille M5 qui malheureusement se déchire et se fissure. Attention au naufrage. La dernière sortie de Konimba Sidibé en dit long sur le malaise au sein du M5. Dans un style qui lui est propre, il monte au créneau, il est en colère et exprime son indignation avec des mots durs contre le Premier ministre Choguel Maïga. Il le tient responsable de la déchirure actuelle du M5 RFP. Qui a intérêt à prendre en otage le M5 RFP? Pourquoi cette guéguerre entre les cadres du parti? Que reste-t-il de l'esprit et de l'idéal du M5? Le M5 est-il mort de sa belle mort pour parler comme Kaudim? Seule évidence, le mouvement est agonisant et a besoin d'un nouveau souffle. Les alliés d'hier, unis dans la lutte contre le régime IBK, se regardent aujourd'hui en chien de faïence. Ainsi va la politique au Mali. Au diable les convictions, les professions de foi. Où va le Mali? Le Sénégal a désormais son héros. Il s'appelle Seydina Oumar Touré. Ancien capitaine de la gendarmerie sénégalaise, il a été radié du corps suite à l'affaire de meurtre Adji Sarr contre l'opposant Ousmane Sonko. L'ancien gendarme se reconvertit ensuite dans l'enseignement et donne son premier cours de droit hier à l'IAM de Dakar, Institut africain de management. Suite à des pressions du pouvoir, l'établissement met fin à son contrat, donc à son rêve d'enseigner, un rêve d'enfance, disait-il. Face à cet acharnement, la toile sénégalaise s'enflamme et se mobilise pour le capitaine Touré. Elle demande 20 millions de francs CFA pour Seydina Oumar Touré, 20 comme les 20 mois restants du pouvoir de Macky Sall. En quelques heures, les Sénégalais répondent au rendez-vous
et les 20 millions ont été atteints. Ça, c'est le Sénégal qu'on aime. Djorogyouf. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous. Joliba Evening News.